Donc, juste en rappel, ce webinaire sur la filière légumes bio euh, a été co-organisé à 3 régions et notamment par 3 structures que sont les structures IBB représentées ici par Goulven Wallick, la région Centre-Val de Loire et notamment l'Interbio Biocentre représenté ici par Édith Lemercier et l'Interbio Pays de la Loire, représenté par moi-même, donc chargée de mission filière et marché bio. Bon, l'intérêt de le co-organiser à plusieurs régions, c'est effectivement aussi de recueillir des témoignages sur plusieurs territoires. Donc les légumes bio, alors pourquoi les légumes bio? Alors c'est une filière en tout cas d'intérêt qui se développe, qui figurent aussi, enfin, les légumes en particulier, figurent dans le trio de tête des produits bio les plus consommés, avec les produits laitiers et les produits d'épicerie, nous le verrons. Mais la consommation, effectivement, elle semble progresser, donc elle continue de progresser, bien sûr. Elle progresse un peu moins vite que la production, et ce qui interpelle quand même, puisque ça peut risquer à terme de déséquilibrer l'offre et la demande. Donc, dans ce contexte de développement de cette filière, quelles sont les stratégies des opérateurs pour développer cette filière et pour favoriser surtout un bon équilibre offre et demande? Donc, pour aborder ce thème et ce sujet, nous accueillons aujourd'hui, alors nous avions prévu initialement d'accueillir 4 intervenants, donc Isabelle Jusserand d'Interfel qui sera bien présente, Catherine Pierzot, directrice de BioBraise, Gérald Tauzand, responsable développement durable de chez Picard, et la personne Lénaïque Guilbault qui devait intervenir s'est désistée parce que d'autres priorités à gérer et elle devait intervenir pour le grossiste Armor Fruits. Néanmoins, elle a communiqué quelques éléments d'information que Goulven vous présentera un petit peu plus tard. Donc, je vais sans plus tarder laisser la parole à Isabelle Jusserand pour vous présenter du coup les chiffres clés de la consommation et du marché des légumes frais. Donc, je vous laisse la parole, Isabelle. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Isabelle Jusserand, je suis animatrice du comité bio d'Interfel. Donc Interfel, pour rappel, c'est l'interprofession des fruits et légumes frais. Nous rassemblons 15 métiers de la filière fruits et légumes frais, de la production jusqu'à la distribution. Donc 15 fédérations. Et donc le comité bio existe depuis le début des années 2000. Donc c'est un comité qui a déjà pas mal d'historique. Ses principales missions, c'est la connaissance du marché, et donc c'est vraiment issu de cette mission. Enfin, c'est dans le cadre de cette mission que les chiffres qui vous seront présentés sont élaborés. C'est également la promotion communication, et notamment avec les actions de communication qu'on peut faire en partenariat avec l'agence bio. On conduit également des missions d'expérimentation recherche de la coordination avec les travaux du CTIFL. On suit l'évolution de la réglementation, et puis on a un volet également développement des filières de fruits et légumes bio. Alors, en ce qui concerne le marché des légumes bio, puisque du coup, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Merci. Du coup, en termes d'évolution du marché bioalimentaire, on trouvait intéressant de vous faire un panorama, avant de rentrer sur le sujet spécifique légumes, de vous faire un peu un panorama. La précédente diapo, c'était bien. Un panorama sur l'évolution du marché bioalimentaire. Et on voit que, si on peut revenir à la diapo précédente, et on voit que l'ensemble des circuits de distribution progressent en termes de chiffre d'affaires. Donc, ça, ce sont des données qui sont issues de l'agence bio. Donc, vous voyez que sur l'ensemble des circuits, que ce soit la partie spécialisée ou la partie distribution généraliste, tous les segments progressent. Ça, c'était le cas sur des données arrêtées jusqu'à 2019. Maintenant, qu'en est-il de la place des légumes
et des fruits et légumes bio dans le secteur alimentaire bio, on se rend compte, c'est le camembert vert clair, que les fruits et légumes sont la deuxième catégorie de produits bio les plus distribués, après l'épicerie qui figure ici en orange. Donc, c'est un marché qui est désormais estimé à 2 milliards pour les fruits et légumes frais, avec une croissance qui a été très forte ces dernières années. Alors, en ce qui concerne désormais les données que observe Interfel à travers le panel Kantar, on peut passer à la diapo suivante. On a observé, alors là les données démarrent en 2016, si on avait eu un historique un peu plus ancien, on aurait observé qu'il y avait une croissance forte du marché. Si on peut revenir à la diapo précédente. On observe en fait qu'il y a une croissance assez forte, une accélération du marché qui s'est faite à partir de 2016, donc avec une croissance à la fois en volume et plus fortement encore en valeur. Et en 2020, les parts de marché du bio étaient estimées à 8,4% en volume et plus de 10% en valeur. Donc, ce qui signifie qu'en fait, sur 100 euros de chiffre d'affaires, en tout cas 100 euros de somme dépensée par les ménages français, 10% concernaient des fruits et légumes bio. La croissance qu'on a observée, l'accélération de la croissance qu'on a observée à partir de 2016, elle a été assez forte jusqu'en 2019. Et en 2020, en revanche, on a observé c'est toujours en croissance, hein, vous voyez, donc plus 5% en volume par rapport à 2019 et plus 9% par rapport à 2019. Mais par contre, c'était plus fort les années précédentes. Donc, on sent qu'il y a un ralentissement de la croissance. On y reviendra un petit peu plus tard. En ce qui concerne désormais les indicateurs de consommation, donc si on regarde les indicateurs de consommation, on voit qu'ils sont tous en progression. On peut passer à la diapo suivante, merci. Au niveau des quantités achetées, c'est la diapo précédente, au niveau des quantités achetées, voilà. Donc, on a observé une progression, c'est quantité achetée par les ménages, une progression assez régulière de 2016 à 2020, avec une tendance à ce qu'on disait précédemment, un ralentissement de la croissance et des sommes dépensées qui, elles, continuent à fortement progresser. En ce qui concerne les sommes dépensées, donc on voit que la croissance est plus régulière qu'en ce qui concerne les quantités achetées et on constate surtout que les sommes dépensées évoluent plus vite que la partie volume, et ça c'est en lien direct avec ce que vous voyez à l'écran, qui est une hausse du prix moyen payé à l'achat. Alors, on va revenir sur l'année 2020 qui a été particulièrement particulière justement et spécifique du fait du contexte de la crise Covid et du fort report de consommation qui s'est observé sur la partie circuit de consommation au domicile, hein, donc tout ce qui est du fait de la fermeture de la restauration collective et de la restauration commerciale. Il y a eu un report complet de la consommation alimentaire sur les circuits de vente au détail, qu'ils soient généralistes ou spécialisés. Et ça, c'est vrai que ça a eu tendance à entraîner une forte hausse des prix. Ça a été assez largement relayé dans la presse. Il y a également eu des compensations de coûts logistiques à absorber. Et c'est vrai que sur des produits frais, ils ont été particulièrement impactés. Alors, c'est vrai sur le bio, cette hausse des prix, c'était également vrai sur le conventionnel. On verra aussi de façon assez nette ces évolutions de prix au mois le mois, puisque là, vous avez des indicateurs annuels, mais ça se voit encore plus sur les périodes de confinement. Si on regarde désormais la fréquence d'achat et la taille de clientèle, sur la diapo suivante, on se rend compte la diapo d'avant. La fréquence d'achat et la taille de clientèle. Avant. Voilà. Donc, on se rend compte que fréquence d'achat et taille de clientèle.
Donc, on se rend compte qu'on a une légère baisse de la fréquence d'achat et ça, c'est directement lié en 2020, alors qu'on avait observé une belle progression ces dernières années. Ça, c'est directement lié au fait qu'en période de crise sanitaire, les ménages cherchent à faire de moins en moins fréquemment leurs courses. Donc, ils font des paniers plus gros, mais avec une moindre fréquence d'achat. C'est aussi les recommandations du gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. Et la taille de clientèle, elle, vous le voyez, n'a de cesse de progresser. Donc, entre 2016 et 2020, une forte hausse de la taille de clientèle. Alors, si on regarde désormais le développement de l'offre, puisque là, du coup, on a fait un point sur la demande, en termes d'offres, là, vous avez des données issues de l'agence bio. Donc, c'est ce que l'agence bio publie à partir des données qui remontent des organismes certificateurs. Ce sont des données de surface qui observent donc les surfaces de légumes, les surfaces maraîchères cultivées selon le mode agriculture biologique. En vert foncé, vous avez les surfaces certifiées bio et en vert clair, les surfaces en conversion. Ce qu'on a observé, c'est qu'avec la progression du marché observée en 2016 et 2017, ça a entraîné aussi une forte progression des surfaces cultivées en bio. Et également, et c'est une tendance qui se poursuit, puisque vous voyez, la part des surfaces en conversion continue, elle aussi, de croître. Et donc, en termes de volume, si on regarde la diapo suivante, ça, ce sont des données que regarde Interfel avec son partenaire CHD Expert. En fait, on essaie de quantifier les volumes de légumes bio mis en marché par an. Et donc là, vous avez l'évolution entre 2012 et 2019, où on a observé une forte progression jusqu'en 2018, et puis à partir de 2019, une tendance à la stabilisation, avec une préférence assez marquée pour l'origine France, puisque vous voyez qu'il apparaît en vert, donc une préférence assez marquée pour l'origine France en ce qui concerne la mise en marché de produits bio. Donc là, ce sont les tendances structurelles vraiment de fond. Maintenant, ce sur quoi on voulait attirer votre attention aujourd'hui, c'est qu'à partir depuis l'année dernière, depuis 2020, il y a plusieurs signaux qui interpellent quant à l'évolution du marché bio et vous les avez à l'écran. C'est-à-dire, si on découpe, vous avez vu les indicateurs de consommation annuels ont tendance à être toujours en progression sur 2020, mais en réalité, si on le découpe avec le détail mensuel, on se rend compte que la forte hausse, que la progression réelle, elle a été concentrée essentiellement sur les mois de confinement nationaux, et plus spécifiquement sur mars-avril, avril très nettement et mai, et de façon un peu moins nette sur octobre, novembre et décembre, puisque la restauration collective, les cantines et les écoles étaient encore ouvertes. Mais ça, c'est une tendance qui doit nous marquer et on ne doit pas se laisser illusionner par des indicateurs annuels encore en progression, puisque quand on regarde les évolutions, on se rend compte assez nettement de cette asymétrie entre les phases de confinement et les phases hors confinement. Et c'est également le cas sur les prix, l'évolution des prix, puisque vous voyez la courbe en rouge a été fortement en progression lors des périodes de confinement et bien moins sur les mois hors confinement. Si on poursuit également sur la taille de clientèle, c'est la diapo suivante, c'est également très marqué. L'évolution de la taille de clientèle, elle s'est faite essentiellement sur les périodes de confinement. Et hors confinement, on est plutôt sur des tendances à la stabilisation, voire au repli. Donc ça, c'est un premier signal qui nous interpelle et qui nous invite à nous dire que le marché des légumes bio est à suivre un peu comme du lait sur le feu. Autre signal inquiétant, c'est le niveau des coûts expédition. On peut passer à la suite. Donc, le niveau des coûts expédition sur certains produits et particulièrement la tomate. Donc là, vous voyez à gauche l'évolution des prix au stade expédition et à droite l'évolution des prix au niveau du détail. La courbe en jaune
correspond au prix à l'expédition pour la tomate en 2020. Et vous voyez qu'elle a atteint pendant plusieurs semaines, qui correspond à tout le cœur de campagne de la tomate bio, à des niveaux historiquement bas. Alors, plusieurs facteurs explicatifs. La tomate, c'est un produit qui est très distribué en restauration hors domicile parce que c'est un produit non substituable sur d'autres technologies. Et dans un contexte où la restauration a connu des difficultés, l'ensemble du marché de la tomate a connu des difficultés, donc la tomate bio a suivi également. Mais c'est vrai que c'est une tendance assez inquiétante qui ne se vérifie pas sur tous les produits. En concombre, on n'a pas cette tendance-là. Autre exemple, je crois qu'on parle ensuite de nouveau de la tomate. Donc voilà une autre référence de tomate, c'est la tomate ronde, mais qui suit la même tendance que la tomate grappe, avec une courbe à gauche jaune en 2020 plus basse que les autres années, de façon assez nette. Au niveau du poireau également, pour vous illustrer, on a eu des cours voyez, en 2020 inférieurs aux années précédentes. Et ça fait vraiment partie des signaux qui inquiètent les opérateurs, alors que ce n'était pas ce qui se dessinait les années précédentes. Autre phénomène inquiétant, quand on regarde et quand on interroge les opérateurs sur les volumes de fruits et légumes redirigés vers le conventionnel en 2019, donc la dernière année sur laquelle on a fait porter l'enquête, on peut passer à la diapo suivante. On observe à gauche donc, que l'évolution de la part d'opérateurs qui ont redirigé une partie de leur production vers le marché conventionnel augmente fortement sur la dernière année enquêtée, donc à 36%. Et si on regarde maintenant la part des fruits et légumes redirigés vers le conventionnel, on observe une forte hausse sur la dernière année enquêtée. Et ça, c'est un signal qui nous inquiète aussi, puisque ça signifie que les opérateurs, quand on sent que le marché bio est fragile et pour ne pas risquer un effondrement des cours, ont tendance à ne pas vendre en conventionnel, mais plutôt à vendre en bio, mais plutôt à rediriger la production vers le conventionnel. Donc, c'est signe d'un marché, d'un équilibre de marché offre-demande qui change, là où on avait l'habitude de dire jusqu'à il y a quelques mois que l'offre était largement déficitaire par rapport à la demande. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas. Autre phénomène, autre signal qui nous interpelle, si on passe à la diapo suivante, c'est quand on interroge les opérateurs sur les perspectives d'évolution du marché, alors que les années précédentes, tous, aux trois quarts, ils nous répondaient, c'est le graphique à droite, ils nous répondaient que le marché allait continuer d'augmenter. Cette année, sur la dernière enquête qu'on a faite, ils ne sont plus que 58% à dire que le marché va continuer à augmenter, alors que la part d'opérateurs qui déclarent que le marché va se stabiliser, elle progresse fortement à 35%. Alors, pour suivre l'évolution du marché et le suivre en détail, Interfel met à disposition un observatoire économique bio par produit. C'est un outil que nous avons développé pour la première fois en 2019, à un moment où les opérateurs nous disaient effectivement l'offre est inférieure à la demande, mais on sent que sur certains produits, ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, les enjeux sont différents. Donc, il est nécessaire de fournir une information économique détaillée par produit. Et donc, on a mis en place cet outil-là qui est en ligne sur interfel.com dans la rubrique plateforme numérique, en accès réservé aux professionnels de la filière fruits et légumes frais. Et il compile par produit toutes les données économiques disponibles en fruits et légumes bio. Donc là, vous avez l'exemple de la pomme. Et c'est vraiment un récapitulatif de toutes nos données offres, évolution des prix, demande, donc évolution des indicateurs consommation et chiffres RHD quand on les a. On précise également qu'on essaie de compiler toutes les données qui existent et pas uniquement les données mises à disposition par Interfel, mais également celles de l'agence bio qui, sur des méthodologies parfois différentes et complémentaires, nous permettent d'avoir une vision plus fine de ce qui est l'évolution du marché, parce qu'en fruits et légumes, qui est on a énormément de produits à analyser et on a également, c'est un marché qui est assez éparse,
qui est assez, avec une production atomisée. Du coup, l'analyse du marché en fruits et légumes bio est complexe. Et du coup, on part du principe qu'en multipliant les sources de données et en essayant de les faire converger entre elles, on a une vue à peu près précise de ce qui se passe sur le marché. Autre outil intéressant, c'est le guide de développement des filières bio. Donc, si on passe à la diapo suivante, le guide de développement des filières bio qu'Interfel a publié fin 2019 et qui est, lui, en libre accès sur l'adresse qui s'affiche en bas à droite, interfel.com/guide bio. Et donc là, on trouve en fait toutes les informations à avoir en tête pour quelqu'un qui souhaiterait, pour un opérateur qui souhaiterait développer son activité en bio. Donc des informations sur où trouver les informations de marché, sur la réglementation et la certification, sur les acteurs et les organismes référents en bio qui peuvent potentiellement apporter leur aide aux opérateurs. Et là, on traite tous les niveaux, que ce soit au niveau européen, au niveau national ou au niveau territorial. La recherche et expérimentation, où trouver les travaux de recherche les plus pertinents pour quand on est dans une impasse technique ou en tout cas qui peut débloquer certaines questions techniques, certaines impasses. Les aides financières disponibles. On traite également de la question de la filière et des relations entre les différents métiers de la filière et également une partie communication. Et puis ce guide, il est également fait de témoignages d'opérateurs de l'ensemble de la filière, à l'amont ou à l'aval, pour parler de leur parcours, parler des difficultés éventuelles et puis indiquer les bénéfices qu'ils ont pu avoir à passer ou développer leur activité en bio. Voilà un peu pour les informations qu'on souhaitait partager avec vous en introduction à cette conférence. Alors, je crois qu'il y a des questions qui sont passées sur le chat. Je ne sais pas si on les traite tout de suite aussi. Oui, bonjour. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Merci en tout cas, Isabelle, pour cette présentation qui met en jambe effectivement et qui a introduit le marché des légumes bio. Alors, on a effectivement des questions et on s'était accordé pour que ces questions qui apparaissent dans le chat puissent être abordées à l'issue de chaque intervention. Ensuite, on abordera à la fin du webinaire les questions qui ont été posées lors de l'inscription. Donc là, on a quelques questions. Oui, donc il y a deux questions. Notamment, vous avez évoqué la baisse des prix de la tomate et du poireau. Donc, il y a une question relative à cette baisse des prix et à savoir quels sont les facteurs explicatifs. Donc, vous avez donné une première réponse sur la tomate en évoquant la fermeture du marché de la RHD. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour la tomate et pour le poireau? Quelles sont aussi les causes explicatives à cette baisse des prix? Alors, on a effectivement indiqué les produits pour lesquels la baisse avait été significative. On ne peut pas dire que c'est le cas sur l'ensemble des produits des fruits et légumes. Ça, c'est déjà un premier point. Il y a des inquiétudes, alors c'est moins le sujet aujourd'hui, mais des inquiétudes en pommes, des inquiétudes en tomates qui constituent deux poids lourds de la gamme fruits et légumes. Donc, c'est ça qui nous fait nous dire qu'il y a matière à s'inquiéter, en tout cas à suivre très précisément l'évolution au cours des mois à venir. L'année 2020, elle a été particulière parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées. Effectivement, on a parlé du marché de la restauration. La tomate occupe une place majeure dans la restauration, en tout cas dans les légumes distribués en RHD, parce que, encore une fois, c'est un produit qui n'est pas substituable avec la salade, qui n'est pas substituable sur d'autres technologies. Donc, la RHD consomme beaucoup de tomates et le marché de la tomate a été fortement fragilisé l'année dernière. Donc, ça a impacté la tomate bio, et pas forcément pour son mode de production, juste parce qu'elle est tomate. Il y a également eu, alors ça c'est un des facteurs qu'on étudie mais sur lesquels on n'a pas encore le recul parce que ça n'est que la deuxième année aujourd'hui, on n'a pas encore les données sur cette deuxième année, mais le changement de réglementation qui encadre le chauffage des serres en bio a entraîné, puisque vous savez que du coup, depuis décembre 2019, il n'est plus possible de commercialiser sur les mois d'hiver jusque fin avril, il n'est plus possible de commercialiser des tomates bio françaises issues de tomates
chauffés, dont les serres fonctionnent aux énergies fossiles. Cette mesure-là a entraîné des décalages de plantation de la part des opérateurs tomates pour être prêts, entre guillemets, à commercialiser à partir du 1er mai. Et ce qu'on observe, c'est qu'à partir de mai, justement, le marché s'est chargé au niveau de la tomate bio, parce que forcément l'offre les opérateurs s'étaient organisés pour être présents à l'offre à ce moment-là. Et c'est vrai que les cours ont été plus bas à cette période. Il y a également eu en mai et juin des difficultés météorologiques, là où on a vu un très beau mois d'avril, une météo plus capricieuse à partir de mai et juin. Et ça a aussi porté préjudice à ces produits-là en entrée de campagne, à partir du moment où les prix partent sur des niveaux assez bas en début de campagne, il est difficile aussi de les revaloriser. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur la table pour expliquer cette évolution fragile du marché de la tomate. On cherche, honnêtement, on a besoin de recul et d'années supplémentaires pour faire le tri entre tous ces facteurs qui sont apportés. Mais voilà ce que je peux vous dire en élément explicatif. Merci. Donc, j'ai une autre question sur la pomme ou la question, est-ce que la baisse des prix est liée à une surproduction pour la pomme? Alors en pomme, effectivement, quand on écoute les opérateurs, et là, ils s'inquiètent assez clairement d'un équilibre offre-demande qui a changé et où l'offre semble dépasser la demande aujourd'hui. Donc, on reste sur des niveaux de prix on n'est pas sur un effondrement et sur un niveau de consommation qui reste bon, avec un taux de fidélisation, avec des indicateurs de consommation qui restent bons. Mais effectivement, on se rend compte que là, l'équilibre offre-demande est en train de changer. La pomme, le constat est-il le même pour le marché industrie? Alors, en fruits, et c'est peut-être spécifique aux fruits par rapport aux légumes, en fruits, il n'y a pas de verger dédié. Donc, en fait, la partie industrie valorise les écarts de tri de ce qui ne peut pas être valorisé en frais. C'est moins le cas en maraîchage, où là, en général, on est sur des parcelles dédiées à l'industrie ou aux frais. Donc, quand dire que le constat est le même pour le marché de l'industrie, c'est pas tout à fait la même idée, parce que ce qui n'est pas valorisable en frais peut tout à fait l'être en industrie. Qui, globalement, cherche du produit sur la partie industrie. Merci Isabelle pour ces précisions. Donc du coup, on va avancer. On accueille également Catherine Piezot, directrice de BioBraise. Donc l'idée du témoignage, c'est de présenter BioBraise, son cahier des charges, les spécificités du groupement, un petit peu comment elle est organisée en fait en termes de marché. Quels sont les débouchés? Et ça sera le premier temps de ton témoignage. Et le deuxième temps, on souhaiterait que tu réagisses par rapport à l'intervention d'Isabelle concernant le marché de la bio, des légumes bio, pour savoir en fait mettre en perspective comment dans un groupement ces influences du marché ou cette baisse de la croissance de la bio sur les légumes impacte un groupement. Est-ce que vous le ressentez, cette baisse, en fait? Donc, toutes ces questions-là, je vais te laisser les traiter, du coup, par ton témoignage. Et après, je reprendrai la main pour remplacer Armor Fruit. D'accord. Alors déjà, bonjour à tous. Donc, Catherine Piezot, je suis directrice du groupement BioBraise. Alors, je ne sais pas si tu peux diffuser peut-être le diable. Voilà. Alors, en quelques chiffres, BioBraise, c'est 60 fermes adhérentes. Ça veut dire qu'il y a 70 producteurs, productrices au sein de la coopérative. Ça se traduit sur 1200 hectares de plein champ et 15 hectares de sous-abri, sur 150 variétés. Donc, c'est une coopérative 100% bio. Ça veut bien dire qu'on n'a pas de producteurs ou productrices mixtes.
On commercialise 15 000 tonnes de légumes par an environ. Ça va des alliums aux courges, aux racines, aux produits ratatouille, aux crucifères en fait. La particularité en fait de notre coopérative, c'est que on va coordonner la production donc avec nos adhérents, nos producteurs, et on va aller jusqu'au pilotage des marchés, mais on va déléguer la commercialisation à des expéditeurs qui sont dans la majorité des cas 100% bio. Alors, important aussi à dire, c'est vraiment une coopérative qui est pilotée réellement par ses producteurs. On a un conseil d'administration de plus de 10 producteurs et productrices qui est vraiment au cœur de la COP. Et ça, c'est important. On est une équipe, autrement nous, de 7 salariés pour les aider de manière opérationnelle à mettre en œuvre le projet politique. La particularité, je dirais, numéro 1 de cette coopérative, c'est qu'on a vraiment un service de planification. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Isabelle et les difficultés parfois de surproduction, de pic de production et de coller à la demande du marché, c'est que les producteurs en fait ne vont pas mettre en culture ce qu'ils souhaitent. C'est vraiment en corrélation avec notre service de planification où on a une personne à temps complet qui gère ça en lien avec les producteurs, c'est-à-dire qu'on va déterminer en fonction des besoins du marché, en discutant avec nos expéditeurs, avec les clients aussi final, des besoins du marché pour ajuster les mises en culture. Donc, ça veut dire qu'une année, un producteur, on parlait du poireau, va peut-être mettre 10 hectares et l'année d'après, on va tailler à 5 hectares pour ce même producteur. Donc, on est extrêmement vigilant pour éviter la surproduction et le gaspillage. Pour autant, ça ne veut pas dire que parfois, on n'a pas des pics de production, mais on essaie vraiment de coller au mieux au marché qui est en pleine mutation aujourd'hui. Comme l'a très bien dit Isabelle, on voit que ça bouge et que ça change. Donc, voilà, je dirais que vraiment ce qu'il faut retenir de BioBraise, c'est que les producteurs s'adaptent au marché et ne plantent pas ce qu'ils veulent. Voilà, première chose. Et je dirais que ce qui ressort aussi chez BioBraise, c'est le cahier des charges qui va plus loin que la simple réglementation. Je crois que je ne l'ai pas forcément mis dans les diapos, le détail du cahier des charges. Donc, nos producteurs sont audités, si vous voulez, classiquement, ils ont un audit bio qui répond à la réglementation européenne, mais nous, on a un cahier des charges qui va plus loin, qui va toucher, par exemple, ça va certainement plus vous parler, ce qu'on appelle la saisonnalité. Donc, nous, on interdit le chauffage des serres. Donc, ça rejoint aussi ce que disait Isabelle et notamment pour les tomates. Pour des produits comme ça nous met en concurrence forte avec des pays comme l'Espagne et d'autres, ou d'autres producteurs, même bretons et d'ailleurs, qui vont, eux, avoir des serres chauffées. Donc, nous, on ne va pas avoir les produits à la même période. Donc là, on respecte beaucoup ça. Le désherbage vapeur est interdit, puisqu'on estime que c'est trop consommateur d'énergie fossile. Et voilà, on interdit ça. De même que nos producteurs ne peuvent pas avoir recours aux travailleurs détachés. On oblige, enfin, c'est pas qu'on oblige, mais on incite fortement nos producteurs à faire des diagnostics de biodiversité pour justement vraiment répondre à une problématique du paysage économique et certainement environnemental, et à la demande sociétale également, quoi. Donc, en fait, on met vraiment un cahier des charges, ce qu'on appelle mieux-disant, et ce qu'on appelle aussi bio plus chez nous, plus vulgairement, pour essayer vraiment de se différencier et d'aller vers une bio plus exigeante. Alors, ça demande à nos producteurs de faire plus d'efforts, peut-être que des producteurs bio lambda, mais c'est l'essence même de BioBraise et de la coopérative, c'est d'aller toujours plus loin et de respecter aussi la demande sociétale quelque part. Donc voilà globalement ce que je peux dire de BioBraise. Et je vais répondre à ce que tu disais,
Goulven sur ce qui s'est passé un petit peu en 2020 et les tendances du marché. Donc nous, on travaille à 90%, plus de 95% en circuit long. Ça veut dire que les produits sont collectés sur les fermes par nos expéditeurs. Donc on a 3 expéditeurs 100% bio principaux et quelques autres pour aller après sur des plateformes ou alors dans des réseaux spécialisés bio, comme Biocoop par exemple, qui est un acteur fort chez nous, un partenaire fort, des magasins bio indépendants, des grossistes, ça peut être aussi des transformateurs de l'industrie, notamment quand on a des pics de production, et des paniers bio aussi à travers les voisins bio, nous dans le Finistère avec qui on travaille, et aussi à l'export. Donc, en gros, voilà, il faut savoir que les producteurs se posent peu de questions. Les produits sont collectés dans leur ferme par nos expéditeurs. Pour autant, en parallèle, en fait, plus de la moitié de nos producteurs font de la vente directe. Donc, soit chez eux directement, où ils ont un magasin de producteurs, soit sur les marchés. Voilà. On a aussi des producteurs qui font ce qu'on appelle du demi-gros, c'est-à-dire qu'ils vont livrer, eux, avec leur propre logistique, les magasins en direct. Donc, il n'y a pas qu'un seul modèle dans la coopérative, il y en a plusieurs, mais quand même, voilà, la masse reste en circuit long. Donc, voilà. Et donc, on a bien vu qu'en 2020, peut-être même avant, il y a une vraie mutation du marché. On s'aperçoit aussi que les consommateurs vont plus vers le local, alors pas forcément que du bio, mais vers le local et se rapprocher du producteur final. Et qu'on doit se poser, nous, la question ici chez BioBraise, et on est en pleine évolution de notre projet politique, c'est-à-dire de se demander si le modèle à 97% en circuit long, c'est forcément le bon et qu'il ne faut pas se poser des questions et revenir vers plus de local. Donc, il y a une vraie réflexion là-dessus puisque c'est quand même une demande du consommateur. On a eu des producteurs en souffrance cette année. Alors, pas au premier confinement, puisqu'au premier confinement, il y a eu vraiment un effet où il y a eu une grande consommation des fruits et légumes bio. Donc, ça a poussé notre marché très, très fort. Et ça a été moins vrai au deuxième confinement où ça a été plus freiné. Mais surtout, on a vu plein de nouveaux acteurs arriver sur le marché, et notamment en tomates et concombres cette année. Cet été, il y a eu beaucoup de souffrances où on a eu des pics de production chez nous, et il y a eu plus de mal à ce que la marchandise s'écoule. Pour autant, on n'a pas eu, nous, on a cette chance-là avec notre travail de planification et notre travail fort de filières qu'on a pu mettre en place avec des partenaires comme Biocoop ou Carrefour également. On n'a pas eu de destruction en fait au champ ou sous abri, donc c'est déjà une grande victoire pour nous. Mais il y a plein de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché du bio et on voit une saturation du marché. Auparavant, dans la coopérative, on pouvait vraiment voir que la demande était supérieure à l'offre, et aujourd'hui, ça s'équilibre, et il nous faut être très prudents. Et on voit bien qu'en plus de ça, au-delà du bio, des nouveaux acteurs qui arrivent sur le bio, on a aussi les acteurs conventionnels qui surfent un peu sur la vague du sans pesticides, du zéro résidu, HVE également, qui viennent vraiment nous concurrencer aussi. Et où la guerre du prix, voilà, on le ressent plus aujourd'hui qu'il y a peut-être quelques années où les producteurs ici se posaient un petit peu moins de questions et surfaient sur la vague, on va dire ça comme ça. Et donc là, on est en train de vraiment réfléchir sur comment renforcer nos filières historiques, comment en créer peut-être de nouvelles. Et la question du circuit long est posée sur est-ce qu'il ne faut peut-être pas que nous, on réagisse en proposant plus de
marché local, quoi. C'est-à-dire toucher les magasins en direct. Et certains producteurs chez nous également vont développer leur propre vente directe également, quoi. Donc voilà, je dirais toutes les questions qu'on se pose. C'est pour ça qu'on a mis en place avec le conseil d'administration des ateliers débat et des ateliers, nous, en interne, pour qu'on fasse évoluer notre projet politique, pour qu'on renforce aussi notre cahier des charges. Il est déjà exigeant, mais on va essayer de toujours avoir cette exigence-là et en même temps le communiquer au mieux. On s'est aperçu que BioBraise n'était pas forcément connu. Dans les rayons fruits et légumes, le consommateur final ne regarde pas forcément l'étiquette et les provenances. Et on a un vrai travail, nous, en interne à faire de communication sur notre bonne pratique pour justement réussir à se différencier. Donc voilà, je dirais l'ensemble de ce que je peux vous dire sur les réflexions aujourd'hui en interne chez BioBraise. Merci Catherine. Donc on va prendre quelques questions avant de passer au témoignage suivant. Donc oui, il y a des questions effectivement relatives au circuit court, notamment comment accompagnez-vous vos producteurs dans la commercialisation en circuit court? Et est-ce que justement cette production en circuit court est encadrée chez vous? Est-ce que vous encadrez la production de vos producteurs sur les circuits courts? Il faut savoir que donc on est une coopérative et également reconnue organisme de producteurs. Donc, comparativement à d'autres organismes de producteurs, nous, on autorise la vente directe à hauteur de 40%. Parce que comme on dépend d'aides européennes, on a un programme opérationnel en fait qui aide nos producteurs en fait dans notre filière et on a des règles d'apport total. Ça veut dire que nos adhérents, ils se doivent, lorsque ce n'est pas de la vente directe, de tout passer par la coopérative. Donc la vente directe est tolérée à hauteur de 40%. Là où on ne l'encadre pas forcément, chacun est libre de réaliser ses propres marchés. Chacun est libre d'avoir son magasin de producteurs à la ferme. Là où on cadre, c'est le pourcentage qui doit être respecté et on se doit de contrôler, puisque nous-mêmes, on est contrôlé par l'Europe par rapport à ça, pour qu'on puisse aider nos producteurs à avoir, dans le fonctionnement de la coopérative, en fait, on a des fortes aides de l'Europe, en fait, qui fait que ça permet aux producteurs, in fine, de ne pas avoir trop de cotisations, finalement, et de ne pas avoir une note salée quant au service de la coopérative, je dirais. Et donc, on va les aider surtout sur la communication, parce qu'en interne, on a Johan Mora, qui est notre responsable communication, qui, lui, va aller aider sur la com, quoi. La com sur les marchés, la com sur les fermes en interne. Mais après, voilà, ça s'arrête là. Chacun, quelque part, est libre de faire sa vente directe comme il l'entend. Alors, j'ai une autre question par rapport aux nouveaux opérateurs. Est-ce que ces nouveaux opérateurs entrent aussi dans une démarche de planification? Et justement, par rapport à l'arrivée de ces nouveaux opérateurs, notamment sur la gamme Ratatouille en bio, donc il y a une question, comment les opérateurs historiques peuvent se différencier et faire le poids par rapport à ces nouveaux opérateurs? C'est une excellente question parce que c'est la même qu'on se pose et qui nous fait peur aussi en interne, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs qui ne sont pas forcément 100% bio, qui sont mixtes, qui arrivent avec leur, entre guillemets, vulgairement, avec leurs gros sabots et malheureusement qui ne sont pas dans une construction de filière et donc de planification et qui vont ainsi casser les prix, quoi. Alors, la chance qu'on peut avoir, c'est que parfois, ça ne dure pas longtemps forcément pour eux parce qu'on ne peut pas casser les prix ad vitam aeternam. Et nous, la seule façon de se différencier, c'est de faire du bio plus exigeant, clairement. Alors, on joue sur deux tableaux, c'est-à-dire qu'on va faire du bio plus exigeant, ce qui va répondre à un marché de niche, parce que le bio plus exigeant, malheureusement, ça ne répond pas à tout le marché. On a la chance ici d'avoir du volume. Et une bio plus exigeante fait qu'on a une qualité, nous, franchement, une qualité de légumes
très, très apprécié et qui fait qu'on fait la différence. Quelque part, quand on voit le niveau d'agréage qu'on peut avoir, c'est-à-dire que le niveau de qualité qu'il faut pour perdurer chez BioBraise, c'est pas la même qualité que quelqu'un qui va faire que du entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, du plus petit maraîchage et qui va vendre ses produits sur le marché et qui peut se permettre d'avoir une qualité entre deux parfois. Nous ici, c'est pas possible. Quand on envoie en circulant, on doit avoir des produits de qualité plus. Donc, on est super vigilant là-dessus. Donc, généralement, BioBraise est reconnu là-dessus. Et sur son cahier des charges, vraiment plus exigeant, respect de la saisonnalité, pas de désherbage vapeur, pas en chou-fleur de produits issus de biotechnologie comme les CMS. Donc, en fait, et c'est ça qui arrive à nous faire différencier. C'est pas pour autant qu'on n'a pas peur et qu'on se dit pas qu'on va se faire un peu dégommer par des gens qui arrivent avec 15 hectares de sous-abri en tomates ou concombres et qui cassent les prix. Donc, on fait attention et on essaie de construire au-delà de notre filière historique de nouvelles filières justement avec des opérateurs, des distributeurs qui seraient aussi dans la même logique que nous. Voilà comment on essaie de résister. Merci Catherine. Donc du coup, pour rester dans le timing, on va passer à l'intervention d'Armor Free que je vais être chargé de faire. En fait, du coup, j'excuse Lénaïque Guibaud d'Armor Free qui ne peut pas être présent avec nous ce matin, notamment par rapport aux déclarations du président concernant l'arrêt de la restauration hors domicile. En fait, donc, il est pris pour réorganiser justement ces marchés. Du coup, on va en parler. Donc, Nadia, tu peux venir sur les diapos d'Armor Free. Donc, ce sera une intervention courte pour laisser la place au dernier intervenant. Donc, il y a 5 points qu'il souhaitait partager. On remonte du coup. Armor Fruit, c'est un grossiste qui fait partie d'un réseau de distribution, d'un réseau de grossistes, le réseau Le Saint. Le Saint, en fait, c'est un grossiste qui s'appuie sur des grossistes locaux à peu près sur un quart de la France. Donc, il y a plus d'une dizaine de partenaires locaux, en fait, dans le groupe Le Saint. Donc, le métier du groupe Armor Fruit, c'est un intermédiaire entre le producteur et le magasin. Donc, les magasins sont les magasins bio, les GMS type Leclerc, Intermarché, mais également en fait tout ce qui est restauration collective. Donc, il y a une distribution qui est assez forte à l'hôpital, en prison, dans les écoles, et il y a également une partie en fait en restauration commerciale, donc qui s'est complètement arrêtée avec le confinement. Donc, tout ce qui est hôtel-restauration, il n'y a plus rien. Donc, du coup, l'intervention de l'ENAIC, c'était aussi pour montrer comment un distributeur s'était adapté au premier et deuxième confinement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu en termes de marché, du coup, il y a une adaptation assez rapide qui a été réalisée. Tout le marché de la restauration hors domicile s'est arrêté en fait au premier confinement. Et donc, du coup, il y a eu un transfert vers les GMS et pas n'importe lesquels GMS, c'était plutôt des petites surfaces. Et ça, c'est ce qui explique en fait ce qu'on voit dans les chiffres d'Interfel, où il y a une surreprésentation peut-être des GMS par rapport au marché bio en légumes. En fait, les parts de marché qui ont été gagnées par les GMS, ce sont par les petites surfaces, les petits proxys, les votre marché. Donc, c'est là en fait que ça a le plus progressé au niveau d'Armor Fruit, également dans les magasins spécialisés. Et ces habitudes qui ont été prises lors du premier confinement, pour Armor Fruit, elles ont été conservées. Et vous voyez la répartition du chiffre d'affaires aujourd'hui du groupe, c'est 62% en GMS et 38% en RHD, et en sachant que dans la RHD, il n'y a plus rien en restauration commerciale. Tout le reste se fait en restauration collective. Donc du coup, le groupe Armor Fruit répond à des appels d'offres en fait, des collectivités. Son métier, c'est de trouver donc, les produits et les producteurs au plus près des départements, parce que c'est des grossistes qui sont départementalisés. Armor Fruit pour le Morbihan, Bourguignon dans les Côtes d'Armor, etc. etc. Leur métier, c'est de faire un stockage de très courte durée, parce que ce sont quand même des logisticiens, et d'avoir une réponse très rapide au marché. Alors, concernant l'évolution des chiffres d'affaires bio, en fait, le chiffre d'affaires bio de Armor Fruit en 2020 a progressé de 40%.
malgré le confinement et malgré l'arrêt de la restauration commerciale. Et le chiffre d'affaires aujourd'hui bio de Armor Free, ça se situe entre 8 et 10% en fait, de chiffre d'affaires en bio. C'est un grossiste aussi qui travaille le 4e gamme, mais également le 5e gamme et la première gamme, évidemment. En termes de perspective de marché, en fait, lorsque j'ai parlé avec l'ENAIC du ralentissement du marché de la bio, lui, il ne l'a pas vu du tout. Au contraire, sur 2021, les croissances sont de l'ordre de plus 40% en bio, hein. Donc, du coup, cette croissance va peut-être s'arrêter avec le nouveau confinement là, de ces prochains jours. La dynamique au sein d'Armor Fruit est très, 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 très forte. Et en fait, le ralentissement en fait, qui a été présenté par Interfell, en fait, ils ne le connaissent pas. Alors peut-être que l'élément explicatif, c'est qu'en fait, il y a aussi les magasins de proximité, les GMS de proximité de moins de 300 mètres carrés ont gardé un dynamisme fort sur la bio. Et ce sont pas forcément des surfaces de vente qui sont bien enquêtées, notamment par le panel Kantar, en fait, qui sous-estime la part de marché des magasins bio et qui a sans doute sous-estimé également la part des marchés des petits distributeurs GMS en ville, notamment, quoi. Donc voilà les éléments que Armor Free voulait vous partager. Donc une dynamique forte hein, quand même chez eux et en fait en termes de recherche de producteurs, c'est quand même une recherche au plus près en fait au plus près possible du groupement. Voilà, j'en ai fini pour cette partie du coup. Donc voilà, si vous avez des questions, je vais avoir du mal à répondre à la place d'Armor Free, mais j'essaierai quand même d'y répondre. Y a-t-il des questions? Donc, visiblement, non. Il n'y a pas de questions pour l'instant, mais moi j'en avais une justement. Est-ce que Armor Fruit, dans une démarche de planification, est-ce qu'il est en capacité de planifier par rapport à la demande de ses clients? Alors, la planification chez Armor Free, on va le retrouver plutôt sur la restauration collective. Notamment, le groupe Le Saint a des démarches tripartites entre BioBraise notamment. Pour la ville de Brest, par exemple, en fait, il y a une planification qui est opérée. Pour certains marchés importants. Alors, non, je suis obligée de te couper, hein. Ça, c'était historique. Il y a quelque chose de tripartite qui avait été une convention tripartite qui a été faite en 2009, mais qui n'est plus vivante depuis 3 ans, hein. Donc moi, pour information, on a mis fin à cette collaboration. Ça ne fonctionne plus. Donc pour moi, il planifie. En tout cas, il n'y a pas cette démarche de planification avec le sein et nous. Voilà, juste pour rappel. Merci Catherine, je ne savais pas du coup. Il y a quelques exemples de planification, mais ce n'est pas le fonctionnement du grossiste. Son travail, ce n'est pas la planification avec les groupements de producteurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Alors, il y a une personne qui lève la main, mais si cette personne peut poser éventuellement sa question par le biais du chat. Et on a une autre question d'ailleurs qui vient d'être posée. Armor Fruit commercialise-t-il dans sa marque en bio ou dans la marque des fournisseurs? Est-ce que tu as des éléments de réponse, Goulben? Non, je vais prendre la question et je leur poserai la question pour pouvoir vous répondre. Je ne sais pas. D'accord. On tâchera d'apporter des réponses pour le coup. Donc, Vincent Lacassagne, oui. Vous souhaitez intervenir? Oui, donc moi je suis le directeur de la société Terre Azur Tours dans le centre. Donc on est grossiste en fruits et légumes au même titre que Armor Fruits. En fait, je voulais juste amener un complément d'information sur les histoires de planification. On est capable de planifier les besoins de nos clients et donc en fait on a une visibilité relativement claire sur les besoins que l'on a vis-à-vis de nos clients, sur les
sur les volumes que l'on va pouvoir commercialiser, que ce soit notamment en restauration collective. Donc, ça permet d'accompagner les producteurs pour leur donner une visibilité en termes de production. Merci pour ce complément d'information, du coup. Très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Donc, on s'est principalement focalisé jusqu'à présent sur le marché du frais, donc avec des signaux inquiétants soulevés par Interfel, qui n'est pas forcément partagé par tous les opérateurs, mais qui marque quand même des points de vigilance. Et pour le coup, en fait, on va regarder ce qui se passe justement sur le marché de la transformation, voilà, notamment au niveau des surgelés. Alors, sachant qu'au niveau de la surgélation, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est qu'on a une vraie progression justement du chiffre d'affaires des surgelés bio. Ça a été constaté en 2020, en tout cas arrêté au premier semestre 2020, un chiffre d'affaires de 139 000 €. Alors, c'est principalement dans le circuit grandes enseignes GMS. Donc avec une progression quand même de 36% par rapport à l'année qui précédait. Aujourd'hui, près d'un quart des Français achètent des légumes surgelés bio, principalement des légumes non cuisinés. Et du coup, est-ce que monsieur Tauzin de chez Picard, vous partagez ce constat en tout cas de dynamique de développement des légumes surgelés bio, et qu'en est-il chez Picard? Oui, tout à fait, je le partage. Je ne sais pas si on embraye directement sur... Je vais vous laisser présenter votre activité. On n'est pas obligé, tout le monde connaît Picard, on peut faire rapidement le jump de cette slide. Très bien. Elle résume voilà, notre naissance. Elle disait un truc intéressant sur bio, c'est qu'on l'avait démarré en 98. C'est à peu près la seule chose. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 1000 magasins répartis un peu partout sur le territoire. Ouais, le point avant de rentrer dans le détail de cette gamme particulière, puisqu'elle est à la fois bio, locale et équitable. Oui, nous, on a une forte accélération de ces produits qui a opéré, alors ça ne se voyait pas trop sur le slide d'Isabelle, à partir de 2015. Et en fait, ce qui a été... alors, pourquoi moi, le DD, je m'en occupe? Pourquoi le développement durable, on s'en occupe? Parce que le bio, évidemment, c'est une réponse à la réduction des impacts environnementaux de nos produits. Voilà, il y a un poids environnemental non négligeable, que ce soit celui du carbone, la consommation d'eau ou n'importe lequel. Ils sont essentiellement, quand on regarde l'analyse des cycles de vie exhaustive d'un produit Picard, sur le champ, sur la production, le stade production. Donc forcément, si on veut éco-concevoir des produits, ce qu'on cherche à faire dans notre enseigne depuis un petit bout de temps, on doit se connecter beaucoup plus vers les pratiques meilleures, agroécologiques, d'autres façons de faire dont tu as parlé aussi, Catherine, rapidement tout à l'heure, HVE et consorts. Mais c'était ça un point de départ, c'est-à-dire ok, faut qu'on encourage le bio. Donc on était heureux qu'à un moment donné, les volumes suivent et que nos clients fassent de l'appétence. Donc on a développé une offre de plus en plus importante. Et à un moment donné, il y a une espèce d'irritant chez nous, c'est que là où la plupart de nos produits sont cultivés, produits élevés, transformés sur le territoire français, en 2015, on avait un taux, notamment sur les légumes, qui était à 50% hors France. Donc voilà, on avait là où en moyenne, sur tous nos produits, on est à 70%. Donc on avait un décalage sur les gammes bio qui faisait que, effectivement, nous, l'offre ne répondait pas à la demande. Donc c'est le point de départ de ce petit projet là, que vous avez résumé en 2 slides là, sous les yeux.
C'était de dire comment on crée, comment on fait bouger, en tout cas vers le surgelé, des acteurs dans les territoires. Parce qu'en parallèle, et ça a été dit aussi par Catherine, il y a une appétence de plus en plus sur les produits non seulement bio, mais local. Donc on a, au fur et à mesure qu'on a avancé sur ce projet de développement de produits de gamme bio sur le territoire français, on l'a souhaité idéalement localiser, régionaliser. C'est comme ça que sont nées ces deux gammes-là que je vous propose de parcourir maintenant dans les deux régions sud-est et sud-ouest. Voilà. Alors, peut-être revenir juste sur celle d'avant, parce que celle d'avant, elle est un peu plus historique et probablement un peu plus fournie, puis elle permet de faire des raccourcis sur celle qui suit. On s'est appuyé sur la FNAB, et notamment sur les antennes de la FNAB, pour trouver les acteurs bio qui souhaitaient se tourner vers ce que vous appelez l'industrie. Et voilà, grâce au territoire, les frappes, donc, on a pu identifier dans le sud-ouest et dans le sud-est des OP, quelques OP qui étaient volontaires pour créer des gammes, permettre des gammes bio, locales et équitables. Je rajoute équitable parce que c'est arrivé en cours du projet, c'est-à-dire que toute la philosophie qu'on a souhaité de co-construction de ces gammes, non seulement avec les OP, mais également avec le transformateur industriel surgélateur qui nous est associé, qui voulait s'inscrire dans le temps long, ont au fur et à mesure rempli toutes les exigences, les 6 ou 7 exigences du commerce équitable. Donc on s'est inscrit dans cette démarche pour faire du commerce équitable Nord-Nord. Et la FNAB à l'émergence de cette première gamme dans le sud-ouest, a créé ce référentiel, ce label bio français équitable, qu'on est très heureux de mettre sur nos produits. Voilà, parce que il est un reflet total de l'esprit de la loi Egalim, c'est-à-dire on se projette dans le temps, on signe sur un minimum de 3 ans, on a des revoyures de prix chaque année en fonction de toutes les typologies d'aléas qui peuvent apparaître chez les OP ou chez le transformateur. Voilà, on doit faire la promotion de ces gammes bio. Enfin voilà, tout nous convient, ce qu'on faisait de façon naturelle entre guillemets chez Picard. Donc voilà, on a sorti. Alors qu'est-ce que j'oublie de dire? Éventuellement le nom des 3 OP, vous les avez là dans le sud-ouest qui sont concernés. Local Bio pour la courgette, Terre du Sud pour l'haricot vert et le maïs doux, et Agricarotte pour les carottes des Landes de Gascogne. Donc en plus avec cette typologie de carottes, très régionalisée. Un transformateur qui est basé dans les Landes, qui est Antarctic Food, sans qui, et c'est la même chose dans le sud-est, on n'aurait probablement pas pu réussir à sortir cette gamme, parce que évidemment, vous en avez parlé, la taille des acteurs, elle est pas forcément avec des réflexes qui sont appelés par des enseignes comme on est, qui doivent s'assurer d'une foultitude de choses. Voilà, la découpe, la couleur, le goût, pour ne parler que des aspects marketing. Le prix, je les évacue d'emblée. Pas simple non plus, mais aussi tout ce qui est qualité, les analyses, métaux lourds, nitrates, tout ce qui est derrière, toutes les exigences auxquelles nous on doit répondre, aussi tant est que les lots soient avec des défauts où que ce soit. Donc on a réussi, on a démarré en 2019 les premiers échanges avec ces 3 OP, et en mars 2020, quelques jours après le confinement. Donc dommage, parce qu'on voulait faire une petite animation en local dans quelques magasins qu'on n'a pas pu faire et qu'on espère faire dès qu'on pourra. Le lancement de ces 4 produits, et puis là en bas à gauche, vous voyez que cette année là, on a réussi à la demande des OP, à en faire naître 2 autres, donc la courge butternut et la patate douce, qui sont la courge butternut chez Local Bio et la patate douce chez Agricarotte. Voilà, donc avec un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, vous avez les petites qui retournent vers les OP pour leur permettre d'investir dans des équipements,
tout ce dont ils ont besoin. Voilà, et la slide d'après présente celle qu'on a lancée cette année, en mars 2021. Donc, 3 premiers produits, idem, copier-coller, bio, français, équitable, courgettes, patates douces et courge butternut. Donc à peu près les mêmes légumes. C'est un hasard, oui et non. C'est des produits un peu différenciants parce que il faut que ces produits soient un peu nouveaux. Alors la courgette, on l'avait déjà, évidemment, on l'a toujours d'ailleurs. C'est un mini risque, hein. Elle est à côté et pas très loin de la courgette bio, au niveau national. Mais elle s'en sort très bien. Aujourd'hui, les ventes, pour réagir à tout ce qui a été dit, nous, un peu comme Armor Luxe, on voit, enfin, Armor Fruits. Armor Fruits, on ne voit pas non plus ce qu'Isabelle a souligné, c'est-à-dire la diminution. Nous, ça ne fait qu'augmenter. Alors, malheureusement, je n'ai pas tous ces chiffres. J'aurais peut-être pu aller les chercher. C'est notre service achat, mais nous, on ne fait que croître. Donc, ces gammes bio locales, même à côté des gammes plus nationales et qui ont donc un positionnement prix en celle-ci un peu supérieur par rapport au national, hein, lié au volume, forcément, elles fonctionnent très bien. Donc, on imagine qu'il y a une appétence effectivement du consommateur qui est en connexion avec ce qu'il réclame dans les sondages. Voilà, et on espère, on est en train de construire en ce moment une gamme dans l'Ouest, donc avec les OP, donc on est en train avec lesquels on est en train d'en discuter, en principe par l'intermédiaire de la FNAB, pour accueillir et pouvoir créer sur une région qui sera probablement qui sera Bretagne un peu élargie, qui glissera, je pense, un peu jusqu'au Pays de la Loire, pour avoir un minimum de magasins qui permettront de distribuer cette gamme à 120 magasins et avoir des volumes susceptibles d'avoir un positionnement prix pas tout à fait déconnecté de ce qu'on a aujourd'hui en magasin. Voilà, la dernière slide, dans mon souvenir, elle donne un peu la trajectoire, les perspectives dans le passé. Donc, en 2019, on avait 80. En 2018, on avait 40 ou 45 références. En 2019, on a fait x2. Donc, grosse accélération en 2019. On a même fait créer des gammes rapidement. C'est ce qui a marqué des gammes en conversion. On a quelques références maintenant de produits bio en conversion. En 2020, on a 100%, on a 100 produits bio avec la naissance de cette petite gamme bio locale Sud-Ouest. Voilà. Cette année, on a celle du Sud-Est. Et puis, après, 10%, on doit être maintenant à 120 produits, 120 références en 2021. Et après, là, on n'a pas encore on ne s'est pas fixé notre ambition 2025, mais voilà, on sait déjà qu'on aura des produits bio un peu dans toutes les gammes de produits, pas forcément sur les légumes. Hein. Là, on a ouvert le sujet, pardon, j'aurais dû le dire dès le départ, en dehors des légumes. Hein. Mais voilà, on ne s'est pas fixé de limite en termes de référence en 2025. C'est juste qu'on espère avoir d'autres gammes bio françaises, équitables, locales, régionales. On pense au nord. L'Île-de-France, ça risque d'être compliqué, mais parce qu'on n'a pas forcément de transformateur surgélateur présent sur le territoire, mais partout où on en trouvera un, on essaiera de multiplier ces gammes pour répondre aux demandes de nos consommateurs. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, il y a un certain nombre de questions, donc j'aurais souhaité en poser, mais on va laisser la priorité à celle des participants. Edith, tu peux les présenter? Oui. Donc, effectivement, des questions concernant justement ce que représente la part du bio dans votre gamme légumes. Et puis, autre question, que représente la gamme BFE par rapport à votre gamme légumes bio? Est-ce que vous avez les données là-dessus? Non, c'est tout. De toute façon, c'est tout petit, hein, la gamme BFE. Les deux gammes maintenant, Sud-Ouest et Sud-Est, elles représentent respectivement 6 références. Je ne saurais pas dire combien on a de références en légumes bio. Je pense que c'est quand même une bonne vingtaine, une trentaine. Je ferme les yeux puis je visualise un peu les bacs qu'on a en magasin, parce qu'on a des bacs estampillés bio dédiés.
Et ils sont quand même bien achalandés. On a quand même pas mal de cases. Voilà, je saurais pas te dire. Il faudrait que je fouille dans les stats. Et ce que ça représente en chiffre d'affaires, c'est loin d'être négligeable par contre, hein. J'ai un chiffre à 30% en tête. Donc, c'est-à-dire sur le segment légumes et plus précisément légumes bruts, ce qui a été dit tout en début de conférence. Ouais, c'est plus de 30%, je pense, du chiffre d'affaires qui est en bio. Une vraie appétence. Pour les légumes. Ouais. Ouais, d'accord. Merci. Donc, autre question. Donc là, vous avez montré, et ça fait partie du cahier des charges, que vous reversez 1% du chiffre d'affaires dans le cadre du label BFE. Et donc, on pose la question si ça fait partie de la politique générale de Picard de reverser une part de la valeur du chiffre d'affaires réalisé aux producteurs. Non. Non, ça ne l'est pas de façon automatique. Non, c'est connecté à ce label équitable. Maintenant, je ne peux pas vous répondre parce que je suis pas département achat, mais je sais pas. Je sais pas si comment sont les prix, la négociation des prix. Je sais qu'on a des acteurs très anciens, des partenaires faiseurs de légumes surgelés, en particulier bretons, qui sont très anciens. Donc, j'imagine que les positionnements prix sont pas non plus hyper agressifs. Je sais pas si je devrais le dire ça comme ça, mais donc, je peux pas vous répondre à cette réponse, à cette question. Une dernière question. Donc, est-ce que le bio français, c'est un objectif chez Picard par rapport aux légumes qui viennent parfois de pays hors France? Tout à fait. Oui, c'est un objectif. Clairement, c'était le tout début de mon intervention. En fait, ces deux gammes, elles sont nées de ce constat-là, de cet irritant qui disait qu'on avait 50% de nos volumes en légumes qui étaient hors France, et ça ne correspondait pas à l'ADN historique de Picard, qui est un minimum de 70-75% de produits qui sont fabriqués sur le territoire français, distribués sur le territoire français, puisqu'on est français. Donc voilà, l'objectif, c'est bien de prendre tous les volumes disponibles qui seront faits en France, et au fur et à mesure qu'on pourra les capter, de faire augmenter cette part. Ça, c'est certain. Donc bienvenue à tous ceux qui peuvent nous en proposer. Merci. Pas d'autres questions vous concernant? Eh bien, on va peut-être justement passer aux questions, à des questions qui avaient été posées lors de l'inscription. Donc, elles apparaissent ici. Je ne sais pas comment procéder. Est-ce que sur la première question, parmi les intervenants présents, est-ce que voilà, ou bien est-ce que vous avez en fait chacun d'entre vous des éléments de réponse à apporter sur ces 12 questions qui vous ont été transmises auparavant d'ailleurs pour éclairer un petit peu les attentes des participants. Isabelle Jusserand, peut-être au moins sur la première question. Oui, effectivement, on en a un peu parlé au cours de mon intervention. Peut-être juste repréciser que ce n'est pas une baisse de la demande qu'on observe, c'est vraiment un ralentissement de la croissance. Donc voilà, et sur des niveaux, effectivement, on n'a pas remis le niveau de progression sur un temps très long que ça, puisque du coup, on l'avait de 2015 à 2020. Mais si on avait allongé la courbe, on se serait rendu compte qu'effectivement, au début des années 2010, sur 2011-2012, la progression était assez lente, et on a vraiment vu une accélération à partir de 2015, plus significativement encore à partir de 2016. Et finalement, c'est ce rythme qui diminue, ce rythme de croissance qui diminue qu'on observe. Donc voilà, je relativise un peu les propos qu'on a. Ça inquiète les opérateurs qui se réunissent au niveau d'Interfel, parce qu'effectivement, on se rend compte que d'autres effectivement, frein à la progression, le libellé est juste.
il y a des freins à la progression sur certains produits, on en a parlé, mais je relativise, on reste sur un marché qui est en croissance encore. Sur la partie restauration collective, peut-être, puisqu'à partir du 1er janvier 2022, entrera en vigueur la mesure de la loi Egalim qui prévoit l'introduction de 20% de produits bio en restauration collective et 50% de produits dits durables. Là-dessus, nous, Interfel a développé un guide pour les recommandations marché public en fruits et légumes frais, donc n'hésitez pas à le consulter, il est en libre accès sur notre plateforme numérique du site interfel.com. Et donc là, l'idée, c'est encore une fois sur l'adéquation offre-demande, de renvoi à l'observatoire économique qu'on peut mettre à disposition sur notre site. Qu'est-ce que... Il y avait éventuellement peut-être la question 12. Auriez-vous des éléments de réponse? Sur la phase dans laquelle on se situe. Oui. C'est évidemment une question à laquelle on cherche à répondre. Aujourd'hui, encore une fois, dans la mesure où les signaux qui nous interpellent ont été observés relativement récemment et avec des choses très multifactorielles, la crise sanitaire, vous en avez parlé, on n'a peut-être pas forcément mis l'accent dessus sur les circuits de distribution qui évoluent, où les hyper ont été pénalisés l'année dernière parce que grosse structure, parce que des magasins dans lesquels on passe du temps et dans un contexte de crise sanitaire, c'était compliqué. Donc, voilà, il y a eu ces changements importants qui ont impacté le marché de la tomate bio, le changement de réglementation sur le chauffage des serres en bio. Voilà, tout ceci fait qu'il y a eu énormément de facteurs qui sont intervenus sur le marché en 2020 et il nous manque aujourd'hui, en début 2021, le recul sur... il nous faut plus de données, plus de recul pour mesurer et mesurer la place relative de chacun de ces facteurs. Donc, j'ai envie de dire, ça se fera. Cette analyse, elle se fera, mais elle va nous prendre un peu de temps pour laisser décanter tout ça. Et on a fait une demande d'études spécifiques au niveau de France Agrimaire pour y voir plus clair, justement. Merci Isabelle. Catherine Pierzo, est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous pouvez répondre? Je pensais peut-être... Alors, pour la première question, les freins à la progression de la demande, en effet, la demande n'est pas non plus, c'est pas non plus hyper alarmant. Simplement, il faut quand même prendre en compte, notamment pour les freins à la progression du bio, justement la fameuse concurrence du conventionnel qui va produire du local, parce que parfois le consommateur va préférer consommer du local que du bio de plateforme ou du bio étranger, ce qui peut se comprendre en fait, ou du bio qu'ils vont trouver dans les magasins spécialisés ou en grande et moyenne surface. Donc il y a vraiment ça à prendre en compte. Et aussi des opérateurs du marché qui font du conventionnel, mais qui savent se différencier vers le zéro pesticide, zéro résidu et plein de belles choses et belles promesses, et qui font que le consommateur, avec toute cette proposition, est un peu perdu et se dit au final, en termes de rapport qualité-prix, je vais peut-être préférer prendre du conventionnel mieux disant que du bio peut-être un peu plus cher, mais qui n'est pas forcément mieux. En fait, voilà. Je dirais que nous, on a cette réflexion de travailler sur cette concurrence-là et de se poser les bonnes questions, quoi. Surtout, voilà, qu'est-ce que veut le consommateur final? Voilà, ce que je peux apporter en plus. Est-ce que sur les tendances de production, vous aviez évoqué la tomate, le concombre aussi, qui avait été en surproduction aussi liée à de nouveaux arrivants dans la filière. Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse pour cette question 4? En fait, ce qui s'est passé aussi en 2020, c'est qu'il y a eu l'effet météo. Il n'y a pas eu que l'effet gros acteurs qui sont arrivés sur le marché.
Il y a aussi l'effet météo. Il y a toujours plusieurs critères qui font que un pic de production, en plus d'un marché tendu, il y a la météo qui explique aussi ce marché tendu parce que du coup, on a tous en même temps la tomate ou le concombre qui arrive. Et encore une fois, pour ces légumes-là, il va falloir se poser les bonnes questions. Nous, on se refuse à faire des tomates sous serre chauffée. Donc, ça veut dire qu'on persiste dans un modèle de commercialisation où elles vont arriver à forcément une certaine époque. Donc, on est obligé de travailler qu'en construction de filière avec des opérateurs qui veulent bosser de la même façon que nous. Mais on se pose des questions, on n'a pas encore les réponses, on va être chahuté, on va être chahuté forcément par les autres opérateurs qui continuent. C'est leur point de vue de vouloir faire de la tomate hors saisonnalité, en fait. Et la concurrence européenne, d'Espagne ou d'ailleurs, qui va vraiment nous bousculer. Donc, on se pose les questions. Du coup, on va certainement baisser les volumes de production, essayer de faire d'autres produits, mais en même temps, quand vous avez des producteurs qui font de la tomate ou des concombres, on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, tu divises par 3, quoi. Donc, c'est tout un schéma de réflexion. Et en plus, on ne peut pas non plus se baser que sur un été, entre guillemets, compliqué. C'est toujours pareil. On peut avoir un été compliqué parce qu'il y a tellement de critères qui rentrent en ligne de compte qu'on se dit, l'année prochaine, on va faire comme ci, comme ça. Mais ça peut vite changer. Donc, on prend les réflexions, on fait quelques changements, mais on y va doucement. Voilà. Merci. Peut-être quelques questions pour Gérald Tausend. Excepté la 11, peut-être. Pardon? Excepté la 11, peut-être. Excepté la 11, oui. À laquelle on a déjà, entre guillemets, répondu. Effectivement, moi, je considère que le commerce équitable, ça peut effectivement segmenter. Je reprendrai ce qu'Catherine a dit tout à l'heure, un peu, c'est faire le bio plus, quoi. Ça apporte des dimensions au moins un peu économiques, visibilité dans le temps, des choses qui sont avec une valeur ailleurs, d'ailleurs un peu supérieure. Je complète juste ce que vient de dire mon collègue. C'est nous, on est dans une démarche avec Biocop un petit peu comme Picard et la FNAC. Donc, nous, c'est pas BFE, mais BEF, Bioéquitable en France. On espère qu'à travers ce type de label, pour une partie de notre production, on va pouvoir se différencier et que, on va pouvoir créer de la valeur ajoutée pour ces produits et permettre, comme toujours, de défendre le revenu et le bien-être de nos producteurs à travers ce type de label. Et juste pour compléter, parce que j'ai retrouvé le chiffre, pour répondre à Edith tout à l'heure, chiffre d'affaires du bio chez Picard sur les légumes, 56%. C'est beaucoup plus que les 30 que j'avais en tête. Ça ne cesse d'augmenter. Très bien. Alors, sans aller, sans forcément répondre à la question neuve de façon indirecte, c'est vrai que la transformation peut, en tout cas pour la conserverie, éventuellement absorber des excédents de légumes bio. Vous en aviez aussi un petit peu parlé, en tout cas, Catherine, vous en aviez parlé. Je ne sais pas si c'est en termes d'excédents d'ailleurs que vous raisonnez pour valoriser les légumes bio. Toujours est-il que la surgélation, donc on a vu qu'effectivement c'était quand même un marché qui se développait. Est-ce que justement face à un ralentissement du marché du frais, est-ce que vous percevez, en tout cas au niveau de Picard, une opportunité justement supplémentaire de développer dans certaines régions? Donc vous avez commencé effectivement dans le sud-est, le sud-ouest, et peut-être du coup dans la région ouest, prochainement dans la région ouest, à développer une gamme de produits surgelés. Est-ce que pour vous, c'est un signal finalement qui vous amène à aller à être un peu plus prospectif, on va dire, pour développer ce marché bio local?
Alors, je ne suis pas bien sûr d'avoir bien compris la question, mais oui, oui, alors nous, on peut être une réponse pour certains types de produits. Je pense à des purées, par exemple. Ça paraît évident que la transformation peut permettre d'absorber. Alors, quand vous dites excédent, vous pensez à des excédents de production? Oui, oui, on ne cherche pas forcément à absorber des excédents de production, hein. On cherche Non, 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 principalement Mm. à prendre. Non, 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 c'est plutôt sur le fait qu'il y a un ralentissement, on va dire, de la consommation. Alors, c'est pas, enfin, et face aussi à une augmentation de la production, ça peut être aussi une opportunité pour vous de développer ce marché enfin, en termes de volume aussi, ce marché de la surgélation, non? Ouais, oui, oui, c'est très probable. Bon, après, on le cherche, enfin, voilà, notre démarche, elle est pas corrélée à un ralentissement de marché, enfin, quel qu'il soit. Il n'y a pas de contexte qui font qu'on va, vous voyez, enfin, le projet, il a démarré fin 2016 pour réussir à sortir une première gamme en Sud-Ouest en 2020. Donc, vous voyez, l'ambition, elle était complètement déconnectée d'un ralentissement potentiel. Ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est de faire émerger des gammes proches d'un transformateur et qui, près de ce transformateur, en passant par une plateforme de stockage toujours locale, irrigue un bassin de magasin qui est juste à côté, quoi, qui n'est pas très très loin, pour faire quelque chose qui permette de soutenir le bio dans les régions et en particulier les agriculteurs qui sont sur ce territoire. Parce qu'on a la chance d'avoir des magasins répartis un peu partout dans tous les territoires. Donc, si on peut jouer notre rôle, on est heureux de le faire. Alors justement, puisqu'on arrive justement au terme de ce webinaire, peut-être une dernière question que je vous pose à tous, à tous les trois. Il y a un certain nombre de porteurs de projets ici présents qui souhaitent notamment s'installer ou convertir leur exploitation en bio. Quels seraient éventuellement les points de vigilance ou les opportunités dont vous pourriez leur faire part? Peut-être commencer par Catherine. Ouais, Moi, Catherine, production. je vais bien prendre compléter la la parole question. parce que dans mon ancien métier, en fait, j'étais responsable des installations pour le Crédit Agricole. Donc, j'ai un peu un double regard là-dessus sur les installations et maintenant le fait que je sois au niveau de la coopérative BioBraise. Moi, je dirais que… On ne vous entend plus, Catherine. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, à nouveau, oui. Vous m'entendez? Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que, alors là où je dis qu'il faut mettre en garde les porteurs de projets, alors ceux qui créent, peut-être pas ceux qui sont en conversion, il y a plusieurs typologies de projets. C'est que quand vous vous lancez uniquement dans le circuit court, il faut faire très attention parce que souvent vous allez voir des travailler en amont, vos études de marché, ce que vous faites. Parce que le circuit court, notamment les marchés, la vente à la ferme, etc., c'est très énergivore. Ça demande énormément de temps. Il y a un métier de production où on doit maîtriser la technique et un métier de commercialisation. Donc voilà. Vous pouvez vouloir aussi faire une partie de circuit court et corréler à un circuit long pour vous sécuriser. Ça, c'est fortement possible. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que il y a vraiment la dimension aussi économique d'une structure à prendre en compte. J'ai tellement vu de jeunes foncés s'installer en se disant, de toute façon, les comme du coin ou la GMS du coin va me prendre ma marchandise. Mais c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de concurrence. Les marchés, c'est pareil, c'est très prisé. Donc, bossez bien ça en amont sur les circuits courts, filmer, mais ça vous donnera un autre regard sur le circuit long aussi pour voir un peu ce qui existe, quoi.
et voilà, échanger au maximum avec des gens qui sont déjà installés, même pour ceux qui souhaitent partir en conversion. Il y a eu énormément de conversions. Il y a le bio est là, mais le gâteau, il n'est pas non plus extensible. Donc, je pense qu'il faut bien travailler sa conversion. Il faut être déjà très bon techniquement, je pense, en amont, en conventionnel pour passer au bio. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer, entre guillemets. Et donc, voilà, je pense que ce n'est pas parce que le bio, c'est tendance et que c'est une demande sociétale qu'il faut y aller les yeux fermés. Vraiment, ça se prépare. Voilà le message, moi, que je voulais faire passer. Merci Catherine pour ces conseils. Isabelle, des recommandations? Oui, alors d'un point de vue moins opérationnel, hein, parce que du coup, Interfel, même si on rassemble l'ensemble des métiers de la filière, nous, on est un syndicat de syndicats, mais d'un point de vue peut-être plus institutionnel, vous redire qu'on avait publié le guide de développement des filières bio fin 2019 et qui a été pensé et conçu, réalisé avec l'ensemble des membres de la filière, mais également les membres invités au comité bio d'Interfel, notamment l'agence bio, les autres interprofessions, le ministère, l'ensemble des interlocuteurs qui participent à nos travaux, et vous dire qu'il a justement été fait pour des opérateurs de la filière fruits et légumes qui souhaiteraient développer leur activité en bio, que ce soit au niveau de la production ou de la distribution. Donc, j'ai envie de vous dire, référez-vous à cet outil, vous y trouverez des informations à la fois techniques, ou trouver des informations de marché, ou trouver des leviers à des impasses techniques, également des témoignages d'opérateurs qui sont potentiellement vos clients demain. Donc, pour prendre en compte leurs enjeux, leurs contraintes aussi. Donc, voilà, inspirez-vous de ce guide pour connaître vos interlocuteurs en face et comprendre quelles sont ces contraintes. Quand on s'adresse à la distribution, ils ont aussi des contraintes par rapport à des consommateurs qui sont de plus en plus informés, avertis par rapport à d'autres démarches. Et ils ont également d'autres contraintes en dehors du bio, notamment en ce moment, on a un sujet sur les emballages. Donc, réduire de plus en plus les emballages alors que la montée en gamme de nos produits et la segmentation exigent de la surface décorable pour parler des démarches. Donc, tout ceci, c'est des contraintes qui arrivent sur des métiers auxquels potentiellement vous allez vous adresser. Donc, comprendre bien l'univers de vos clients. Et je pense que ces outils-là peuvent vous aider. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été pensé. Merci Isabelle. Et enfin, Gérald, je rejoins. Ouais, nous, voilà, si c'est le circuit long qui peut effectivement être une réponse à terme, oui, effectivement, comme l'a dit Isabelle, pensez bien à toutes les contraintes qu'il peut avoir. Nous, on en a beaucoup qui sont avec des aspects qualité. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu voir dans les 2 gammes qu'on a construites dans le Sud-Ouest, c'est que voilà, il y avait certains acteurs qui n'étaient pas du tout organisés pour répondre à une foultitude d'exigences qu'on a purement qualité, un cahier des charges. Donc voilà, si vous vous installez, déjà effectivement bien réfléchir à l'OP vers laquelle vous pouvez appartenir pour savoir s'il y a une structure transverse qui sera capable d'amener une traçabilité, un cahier de culture, enfin voilà, tout ce qu'on peut nous avoir besoin, des choses sur les allergènes, des choses sur des analyses d'un rythme régulier qui nous permettent, qui sont des exigences pour nous, pour être, parce qu'on hérite de la réglementation et qu'on doit pouvoir avoir à tout moment sous la main. Mais dès qu'on a tout ça, après, ça roule. Ça roule tout seul. Welcome. Merci à vous 3 pour vos interventions et vos témoignages. Merci aussi à vous en tant que participants d'être restés jusqu'au bout de 7h30 passée maintenant. Donc, cette présentation sera rediffusée en replay sur les sites d'Initiative Bio-Bretagne, de Biocentre et d'Interbio des Pays de la Loire. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous interpeller par le biais du mail ou des contacts que vous avez reçus lors de votre inscription. Voilà, je vous souhaite en tout cas à tous une bonne journée. Merci encore et
Bonne journée. Bonne journée également.